enchaînement. Maintenant, on va voir la pathologie coronaire et on va traiter l'essentiel dans le syndrome coronarien chronique. Alors, la maladie coronaire, vous pouvez imaginer que dans la maladie coronaire, il y a deux types. Un grand chapitre qui s'appelle la maladie coronaire chronique, anciennement appelée la maladie coronaire stable, et ce qui est la phase urgence. Les urgences, c'est le syndrome coronarien aigu, c'est le ST-, c'est le ST positif, c'est les patients à prendre en charge normalement en urgence avec un geste de corodilate en urgence. Mais le reste, l'ensemble des malades, soit ceux qui ont une insuffisance cardiaque ou bien une maladie coronaire qui a nécessité un traitement médical ou un geste ou une chirurgie, tout ce lot de patients, il est inclus dans le syndrome coronarien chronique. Alors moi j'ai jugé intéressant de parler un peu de syndrome coronarien chronique parce qu'il y a eu les dernières recommandations qui ont touché à ce chapitre. C'était la recommandation qui est sortie en fin 2019. Juste après, il y a eu le Covid avec tout ce qui va avec. Ça a été un peu perdu et parfois il y a des gens qui disent syndrome coronarien chronique, c'est quoi? C'est tout simplement la maladie coronaire stable que les sociétés savantes, ils ont changé de nom. Donc c'est l'ancienne maladie coronaire stable. Donc la maladie coronaire, c'est quoi? C'est la conséquence d'une atteinte par l'athérosclérose au niveau des artères coronaires. C'est les plaques d'athérome au sein des artères coronaires. Alors ces plaques, elles peuvent être là et ne pas donner de retentissement, mais il faut vraiment être vigilant parce que c'est une maladie qui va évoluer, qui va progresser avec risque de passer à des événements aigus ou, ce qui est moins méchant, avoir une maladie coronaire stable avec des angines de poitrine, avec des anomalies électriques. Alors ces patients-là, ils sont vraiment... c'est vraiment des malades chauds à explosion, point d'interrogation. Ils peuvent à n'importe quel moment nous faire un événement aigu. Donc c'est un processus pathologique chronique, progressif et grave. Donc on a dit qu'il y a deux sous-entités, c'est le syndrome coronarien aigu et après le syndrome coronarien chronique. Donc la prise en charge de ce patient, de ces malades généralement, c'est l'affaire aussi des médecins généralistes et aussi des cardiologues. Donc parfois vous pouvez suivre dans vos cabinets des malades coronariens stabilisés, du coup que vous devez surveiller, accompagner et les adresser au cardio là où il le faut. Donc il y a un grand rôle de l'hygiène de vie, de traitement médicamenteux qui est sous l'apport qui suit. Soit, dans le deuxième cas de figure, on a une baisse des apports sans modification des besoins. Ça veut dire que le patient, il est bien, il n'a pas vraiment demandé plus d'oxygène ni plus de vascularisation, mais c'est l'apport qui baisse. Donc là, ça fait appel à la présence de sténose coronaire, à des spasmes coronaires, à la baisse du débit cardiaque. C'est généralement un patient en état de choc, par exemple. Il y a ou bien une hypovolémie, donc automatiquement il y a une baisse de la perfusion systémique et même les artères coronaires vont souffrir. Du coup, problème d'apport et l'ischémie qui va avoir lieu et les malades qui vont développer la douleur thoracique. Parfois la baisse de la pression diastolique. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement notre myocarde et les artères coronaires, ils sont bien perfusés en diastole. Si on parle de perfusion myocardique, c'est la diastole. Donc plus la diastole est allongée, plus la perfusion est meilleure. Donc si cette diastole est courte, automatiquement la perfusion va pas durer le temps qu'il faut et du coup elle ne va pas être suffisante. Voilà, aussi on a parlé de l'altération de la réserve coronaire, comme on a dit, altération de la réserve coronaire, altération du débit coronaire, tout ça va donner aussi un problème de compensation des besoins. Et parfois on a les deux, on a le patient qui peut avoir et ce déséquilibre entre apport et besoin associé à l'altération de la réserve coronaire. Alors, il y a ce qu'on appelle la cascade ischémique. Alors, la cascade ischémique, c'est quoi? Donc, quand on a cette perte d'équilibre, perte de réserve coronaire, on rentre dans l'ischémie. L'ischémie, c'est quoi? Donc, vous savez, normalement, la fonction de la cellule myocardique doit se faire en aérobiose, en présence d'oxygène, et que doit se faire dans un milieu aérobique. Donc, quand il y a un manque d'oxygène et que la cellule myocardique va travailler et que le travail n'arrête pas, on va avoir du lactate. Ça veut dire un fonctionnement en anaérobie. Donc, sur ce, il va y avoir une altération de la relaxation parce que c'est la relaxation myocardique qui consomme plus d'énergie. Sur ce, le premier élément qui va être touché, c'est la relaxation. Donc, on va avoir une dysfonction diastolique. À un stade avancé, s'il n'y a pas de compensation, on va passer à la dysfonction systolique qui va se représenter par une anomalie de la contractilité myocardique. À un stade encore plus avancé, on trouvera des anomalies électriques sur le CG et c'est un stade tardif où le patient va développer de la douleur thoracique. Donc au début, on a un problème métabolique, donc anomalie de perfusion, de dépolarisation cellulaire, d'échange sodium-potassium, de relaxation. Donc
Donc ça, généralement, c'est niveau métabolique, c'est qu'à la scintigraphie qu'on peut le voir. Par la suite, il y a un problème de relaxation. Donc ça, on le voit à l'échographie cardiaque. On voit que le muscle cardiaque ne se relâche pas bien. Ça veut dire qu'il ne trouve pas assez d'énergie pour se relâcher. À un stade encore plus avancé, et toujours à l'aide de l'échographie cardiaque, ou bien l'IRM cardiaque, ou bien l'IRM ou l'échographie ou la scintigraphie, qui permettent de montrer comme quoi le muscle ne bouge pas bien. Ça veut dire qu'il y a un problème de systole, de contraction. Il n'a pas d'énergie suffisante pour se contracter. Et c'est qu'après qu'on aura anomalie sur le CG, genre un saut-décalage, T négative, et c'est ce qu'on voit généralement sur l'épreuve d'effort ou sur le CG de repos si le patient est à un stade avancé. Et qu'en dernier, on aura le patient qui va être angineux, qui va développer de l'angine de poitrine. Du coup, nous, si on a à agir, il faut agir à ce stade. Ça veut dire ici. Il faut dépister. Avant, on parlait généralement, quand on veut dépister la maladie coronaire, avant, si je dis avant, il y a 1 an de là, il y a 2 ans de là. Et entre-temps, les recommandations ont changé à l'aide de la disponibilité et l'avènement de beaucoup de techniques beaucoup plus performantes. Avant, pour dépister l'ischémie, on parle d'épreuve d'effort. Donc le patient doit faire l'effort et on cherche est-ce qu'il va faire la douleur, est-ce qu'il va atteindre la FMD, ça veut dire les capacités, l'objectif, est-ce qu'il aura l'énergie de le faire, et comment serait son ECG, est-ce que le patient va développer des signes d'ischémie d'ordre électrique, ça veut dire un sous-décalage T négatif. Maintenant, on dit l'épreuve d'effort a beaucoup reculé dans les recommandations. Maintenant, on fait appel à d'autres techniques, ça veut dire l'échographie de stress, l'IRM de stress, c'est à ce niveau-là. Donc on part chercher des anomalies de diastole et des anomalies de contraction. Ça veut dire avant d'arriver ici, avant que les lésions soient plus méchantes. Vous voyez, donc on va essayer de dépister à ce niveau-là. Alors la scintigraphie, elle est d'un grand apport, la scintigraphie myocardique, elle est d'un grand apport parce qu'il détermine un peu l'échange au niveau métabolique. Entrée et sortie du potassium, ça veut dire les petits problèmes cellulaires d'entrée sodium-potassium, ils vont être détectés à l'aide de la scintigraphie. Alors, si on veut un peu résumer en ce qui concerne les étiologies de cette maladie coronaire, donc il existe deux types d'étiologies. Donc, il y a d'abord celle en rapport avec la réduction du calibre de l'artère, donc l'athérome, sténose coronaire, spasme, les ostites, ça veut dire inflammation de coronaire en rapport avec la syphilis. Il y a des anomalies congénitales, des anomalies de naissance, il y a des artérites qui ne sont pas athéromateuses qu'on trouve dans les maladies du système. Il y a parfois des atteintes coronaires mais qui sont secondaires à la chimiothérapie, parfois la radiothérapie sur le sang ou sur un problème pulmonaire ou des voies aériennes supérieures. Cette radiothérapie elle peut avoir un retentissement sur ces coronaires et réduire le calibre. Tout ça, donc toutes ces causes donnent une réduction de calibre, réduction de calibre artériel. Mais ce qui est fréquent, c'est l'athérosclérose et les plaques d'athérome. Alors après, il y a l'angoisse fonctionnelle, donc la tachycardie causée par les troubles de rythme, l'hyperthyroïdie, la fièvre, l'anémie, donc c'est un besoin en permanence. Du coup, une anémie, une tachycardie, quelle que soit sa cause, s'il n'est pas traité, il peut évoluer vers l'insuffisance, il va évoluer vers l'ischémie, et par la suite, il peut évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Et ça existe. Donc la bradycardie, l'insuffisance aortique, aussi l'insuffisance aortique avec une perte du volume résiduel pour perfuser les coronaires. On aura une souffrance myocardique à cause de ça. La CMH, donc comme on a dit, un muscle hypertrophié ou un rétrécissement aortique, un muscle hypertrophié davantage, on n'a pas vraiment suffisamment de réseau vasculaire pour le perfuser. L'état de choc, l'hypoxie et les crises aiguës hypertensives. Alors, comment on diagnostique la maladie? Donc, il faut toujours être discipliné devant les malades. L'interrogatoire, c'est la pierre angulaire. Un patient, est-ce qu'il fait de la douleur ou pas? Et là, quel âge? Est-ce qu'il a des facteurs de risque? L'hérédité coronaire, est-ce qu'il y est ou pas? Est-ce que mon patient a une signe d'atteinte d'organes cibles autre que coronaire? S'il me fait l'AOMI, automatiquement, on va dire que ce patient qui a de l'AOMI, sûrement il va être coronarien. Voilà, donc je pourrais cadrer juste par les données du patient d'ordre antécédent, facteur de risque, anomalie fonctionnelle, je peux classer mon patient. L'examen kinémocardiologie généralement est pauvre, sauf on peut avoir une information sur la tension, sur la fréquence cardiaque, présence de souffle cardiaque, carotidien ou même des signes d'insuffisance cardiaque. Alors le CG, c'est un examen qui s'impose en première intention. Généralement, il est normal. On aimerait bien avoir un ECG percritique, ça veut dire quand le patient fait la douleur, on fait un ECG, on peut trouver des anomalies qui peuvent nous aider à faire le diagnostic, mais ce n'est pas toujours facile.
Alors, l'échographie cardiaque, il s'impose chez ces malades. Chaque fois qu'on a une douleur thoracique, il faut faire l'échographie cardiaque parce que ça nous oriente d'emblée dans quel cas de figure on est. Est-ce que mon patient a des troubles échocardiographiques au repos, des troubles, on parle de troubles de la cinétique segmentaire, une ischémie myocardique? Est-ce qu'il a déjà une fonction ventriculaire normale? Parce que s'il a des signes de CMI, de troubles de la cinétique, et s'il a une insuffisance cardiaque, d'emblée, c'est un coronarié à un stade avancé. Ce patient, on ne va pas vraiment s'amuser à demander des tests pour chercher l'ischémie parce que j'ai une ischémie qui est claire, soit à l'ECG, soit à l'écho. Je ne vais pas aller faire des tests d'ischémie pour prouver l'ischémie. Par contre, chez le patient chez qui l'ECG est normal, l'échographie est normale, et que il me rapporte la douleur, ou bien moi j'ai une forte probabilité qu'ils me font de l'ischémie, parce que là les diabétiques ils font de l'ischémie silencieuse, donc du coup il faut dépister. Je ne vais pas attendre qu'ils me fassent de l'insuffisance cardiaque ou une mort subite pour dire qu'il fallait chercher une coronaropathie. Donc voilà, pour ça il existe des examens. Donc on va parler d'abord de l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort c'est un examen qui se fait soit sur tapis roulant ou sur bicyclette ergométrique. Donc le patient il est monitoré, donc l'examen devra assister par un médecin, une infirmière. Donc on met le brassard au patient, on place le CG et il fait l'effort. On vise un chiffre qu'on appelle l'AFMT qui correspond aux capacités du patient, qu'on calcule en fonction de l'âge et du sexe. Et une fois on le détermine, il faut que le patient arrive à l'atteindre. S'il l'atteint, c'est comme ça qu'on pourra dire qu'on a jugé est-ce qu'il est pourvu d'atteinte coronaire ou pas. Donc, on cherche déjà des anomalies d'ordre clinique. Est-ce que le patient fait la douleur ou pas? Et on surveille son ECG. Est-ce qu'il va me faire un anomalie de segment ST, un sous-décalage, un sus-décalage? Est-ce qu'il va faire carrément un trouble de rythme? Comme ce patient, par exemple, il a commencé à faire des extrasystoles fréquents. À un certain moment, il a fait une TV. Alors, ce patient, il faut l'amener au bloc directement. Il est à très haut risque. Il faut faire rapidement une coronarographie. Éventuellement un geste de revascularisation. Mais ce test, de quoi on dispose maintenant, a perdu un peu sa valeur. Mais il faut dire que dans notre contexte marocain, on n'a pas trop la main facile à l'IRM cardiaque, on n'a pas trop la main facile à la scintigraphie parce que ces examens coûteux, 4 000 dirhams, 5 000 dirhams pour un examen. Du coup, vu notre contexte, on fait toujours recours, voir si l'examen qui sort en premier, l'épreuve d'effort, en plus, il est moins cher et disponible. Ça, les différents tests de différents types de résultats. On peut avoir une épreuve d'effort positive. Dans ce cas-là, c'est un patient qui fait de l'ischémie, alors il faut aller traiter. S'il est négatif, donc tranquille, on va dire au patient, allez-y, reposez-vous, on fera le bilan l'année prochaine ou s'il y a un signe d'appel. Et parfois, il n'est pas interprétable quand le patient n'arrive même pas à faire l'effort. Et ça, c'est une des limites déjà de l'épreuve d'effort. Donc dans ce cas-là, il faut faire recours à des tests d'ischémie. Le test d'ischémie, c'est quoi? Donc, c'est test d'ischémie avec imagerie fonctionnelle. On essaye de surveiller notre cœur des différents moyens, échographie ou IRM, sous stress. Ce stress, il peut être soit physiologique, qui est l'effort, ça veut dire on met un patient sur tapis roulé, sur bicyclette ergométrique, il fait un effort et on demande de faire un effort plus important et atteindre ce niveau de la FMT et on surveille l'échographie cardiaque en parallèle. On voit. Est-ce que mon patient va développer des troubles de la cinétique? Est-ce que j'aurai des anomalies de relaxation? Si je trouve ça, c'est un signe d'ischémie. Alors il faut passer à traiter le malade. Si mon test d'ischémie, d'effort ou de stress c'est à la dobutamine. Parfois il y a des gens qui ne peuvent pas faire ni épreuve d'effort. Automatiquement, je ne vais pas lui dire venez, on va faire l'échographie d'effort. Dans ce cas-là, on fait de l'effort, mais pharmacologique. C'est un stress pharmacologique, on les perfuse par la dobutamine. Et la dobutamine va augmenter la contractilité, va augmenter la fréquence cardiaque. J'aurai un effet de l'effort sur leur cœur. Et en parallèle, on fait l'échographie cardiaque et on voit est-ce que mon patient va développer des troubles de relaxation, est-ce qu'il va développer des troubles de la contraction. Et c'est un examen qui est simple, répétitif et qui n'est pas coûteux, comparons-le à l'IRM cardiaque et à la scintigraphie. Donc il a aussi ça permet de localiser l'ischémie et de nous donner une idée sur l'artère coupable. Donc chaque fois on trouve une anomalie ici, donc c'est des malades chez qui il faut demander par la suite la coronarographie. Voilà, ça c'est l'échographie de stress. Voilà, c'est un médecin, c'est avec un infirmier, le patient il est branché, donc il est perfusé à la dobutamine, on surveille le CG aussi en parallèle et on surveille l'échographie cardiaque. Après, il y a l'IRM de stress. Donc l'IRM de stress, malheureusement, on n'a pas beaucoup de centres au Maroc qui le font. Donc il existe à Rabat,
et malheureusement, ça reste un examen qui est coûteux, autour de 5 000 dirhams. Donc l'IRM de stress, ça se fait par injection de deux types de produits. Ça, on injecte la dobutamine pour la même chose. Donc on va surveiller à l'aide de l'IRM la contractilité et voir est-ce que le muscle cardiaque se contracte, est-ce que j'aurai trop de la syncope ou pas. Mais mieux que ça, et c'est ce qui est fréquemment utilisé, c'est des produits vasodilatateurs. Donc on injecte un produit vasodilatateur et on met le patient à l'IRM. Donc ce produit vasodilatateur va être capable de me dilater les artères coronaires. Du coup, si j'aurais un territoire, j'aurais une meilleure perfusion normalement. Le territoire qui serait moins perfusé, ça ceci dit qu'il n'a pas répondu au vasodilatateur et donc je suis devant le territoire ischémique. J'ai une ischémie prouvée par cet examen et de là, je peux passer à demander une coronarographie. Et si jamais mon patient il est bien perfusé et que tout va bien, je laisse le malade tranquille et il n'y a pas lieu à pousser des investigations. Aussi, autre chose, l'IRM cardiaque, il me renseigne sur la viabilité. Parfois, on demande l'IRM, mais pas à la recherche d'ischémie, mais surtout recherche de viabilité. On voit un territoire, il y a de l'ischémie, on se dit, est-ce qu'on aura un apport à revasculariser ou pas? Ça veut dire, si j'ai un myocarde qui est totalement nécrosé, qui est mort, ça ne sert absolument à rien d'aller revasculariser, c'est une perte de temps et d'argent. Parce que le myocarde, s'il est nécrosé, s'il n'est pas viable, il n'est pas viable. Du coup, il faut le laisser tranquille et on va faire face à l'insuffisance cardiaque. Du coup, l'IRM cardiaque permet aussi de déterminer la viabilité. Est-ce que le myocarde est vivant? Est-ce qu'il est viable ou pas? Alors, ici, il y a la scintigraphie myocardique. Donc, la scintigraphie myocardique, c'est un examen qui est très sensible. Donc, on peut réaliser après un effort ou aussi sous injection de dobutamine. Donc, on injecte un produit qui s'appelle le thallium 201. Alors, ce thallium, il a des propriétés similaires au potassium. Du coup, il prend la t-shirt du potassium, il se fixe au niveau, là où se fixe le potassium, au niveau du cellules myocardique, et il me donne, on aura des images de ce genre. Normalement, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est bien, que la fixation est assurée un peu partout. Mais vous voyez ici, rouge à ce niveau, on va dire antérieur, latéral, intérieur, mais ici c'est jaune. Ça veut dire qu'il n'est pas fixé. Donc à ce stade, ça veut dire que ici j'ai de l'ischémie. D'accord? Donc soit qu'on a, si on trouve un peu, c'est-à-dire on va avoir trois résultats à la scintigraphie. Quand c'est fixé, quand l'isotope est fixé, ça veut dire la zone est normalement perfusée. C'est ce qui est rouge. Quand on trouve que le rouge il est là, mais il est vraiment atténué, par exemple ici, il n'est pas très dense, ça veut dire ici il y a de l'ischémie. Elle est perfusée, mais c'est pas top. Parfois, on trouve qu'il n'y a pas de rouge. Ça veut dire c'est nécrosé, c'est mort, il n'y a rien. Ça capte même pas. D'accord? Du coup, ça nous permet de déterminer zone ischémie, zone nécrosée ou zone normale. Là, le grand inconvénient, non seulement le prix, mais aussi l'irradiation et le risque de cancer. Alors, le coroscanner, c'est un examen qui a vu le jour, ça fait une dizaine d'années, mais qui commence à avancer un peu en termes de recommandations. Il commence à avoir une bonne place parmi les autres examens. Du coup, ça nous permet de voir les coronaires sans geste invasif, sans la coronarographie. Il a une forte valeur prédictive négative, ça veut dire quand on fait le coroscanner qu'il n'y a rien, on est tranquille, il n'y a rien. Mais quand ça nous donne comme quoi il y a des sténoses, ok, il y a des sténoses, mais ce n'est pas sûr que c'est des sténoses réelles qu'il faut aller dilater. Sur ce, après cet examen, il faut aller faire un test d'ischémie et chercher est-ce que cette sténose que j'ai eue au coroscanner est significative, est-ce qu'il fait de l'ischémie, est-ce qu'il faut aller la dilater avant de faire la coronarographie. Parce que généralement, on peut avoir une sténose mais qui ne donne pas d'ischémie. Du coup, il ne faut pas la toucher. Le patient peut vivre tranquillement avec sa sténose et qui n'aura pas de retentissement qu'une dizaine d'années plus tard, peut-être, ou jamais. Du coup, si on stabilise ce patient, si on stabilise ses facteurs de risque cardiovasculaire avec un bon traitement médical, probablement on ne touchera jamais à cette sténose. Du coup, il faut chercher de l'ischémie après un coroscan qui parle de sténose avant de penser à faire la coro et à dilater. Et si on fait un test d'ischémie, genre écho de stress, IRM de stress, scintigraphie, quoi qu'on demande, s'il n'y a rien, du coup, il n'y a rien, on arrête là. Alors, pour un peu stratifier et guider un peu la prise en charge, on parle de ce qu'on appelle probabilité pré-test. Ça veut dire mon patient, lorsque je le reçois, je dois le classer. Je dois faire quoi? Je demande quel examen? Est-ce que je demande? Est-ce que je pose plus loin? Est-ce que j'arrête là? Généralement, c'est un peu, tout est guidé par les recommandations. Il faut calculer ce qu'on appelle la probabilité pré-test. Et ça, on peut le calculer au premier contact avec le patient. Donc, on le détermine à l'aide du sexe, de l'âge du patient et de la nature du symptôme. Il y en a ce tableau-là qui a été actualisé en 2019 par la recommandation de l'ESC.
Donc on classe le patient, on met notre patient dans une case en fonction de son âge, de son sexe et du type de la douleur. Et en fonction, on aura ça. Soit la probabilité est moins de 15%, ça veut dire la probabilité pré-test à faire une coronaropathie, une ischémie coronaire est faible. Dans ce cas-là, il se peut qu'on laisse le malade tranquille, qu'on ne fasse rien. Ou si on est vraiment dérangé, on peut aller demander un coroscanner ou une épreuve d'effort. D'accord? Si la probabilité est intermédiaire quand même c'est un grand pourcentage de patients, c'est entre 15 et 85%. Dans ce cas-là, il y a une probabilité forte quand même que mon patient fait de l'ischémie. Du coup, je dois demander soit une écho ou une IRM de stress ou carrément une scintigraphie de stress. Parfois, on peut demander un coroscan, parfois le CG d'effort. Mais ce qui doit sortir en premier, c'est une imagerie. Si on peut le faire, c'est mieux. Parce que là, c'est des examens aussi qu'on discute avec le patient. Si j'indique une IRM de stress, le patient me dit qu'il n'a pas les moyens et qu'il ne peut pas se déplacer à Rabat, par exemple, pour faire une IRM. Alors là, on doit faire avec ce qu'on a, on va faire une épreuve d'effort et on verra ce que ça va donner. Et parfois, on peut avoir une probabilité très forte. Ça veut dire que j'aurai le calcul de la probabilité du patient au-delà de 85. Donc, dans ce cas-là, parfois, on peut faire la coronarographie d'emblée ou on a droit à demander un test d'ischémie. Ici aussi, on peut parler au patient. Généralement, si j'ai un patient qui n'est pas mutualiste, qui n'a pas les moyens, je vais dire, écoutez, vous êtes coronarien avec un pourcentage au-delà de 85%. Idéalement, qu'on fasse un test d'ischémie pour plus de certitude. Après, si lui, il me dit, moi, j'ai un tel budget, je ne peux pas donner plus, alors, pour ne pas perdre du temps, autant demander une coronarographie d'emblée et lui faire gagner les 5000 dirhams de l'IRM de stress et on fasse à l'aide du même prix. Malheureusement, on rentre dans ces considérations et dans ces calculs parce que si jamais je trouve de l'ischémie à l'IRM de stress, il me dit, je n'ai pas de quoi faire la coronarographie, je n'ai pas avancé. Autant, en discutant, si le patient n'a pas moyen, donc on fera d'emblée la coronarographie, il faut que le patient aussi l'accepte, qu'il sache que la coro, c'est un geste invasif, il est irradiant, il faut qu'il soit hospitalisé. Donc généralement, même dans les pays européens, les gens qui font sortir les recommandations, c'est du cas par cas, ils discutent avec le patient et le choix du patient rentre, on indique voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on décide ensemble. Voilà la coronarographie, là je vous ai amené une salle de cathé. Donc la coronarographie c'est un examen qui est invasif, qui se fait par des cardiologues cathétériseurs. Donc il se fait soit dans l'urgence ou en ambulatoire. C'est des malades programmés généralement quand il s'agit d'un syndrome coronarien chronique. Donc on injecte le produit de contraste via une artère, soit l'artère fémorale, soit l'artère radiale, idéalement l'artère radiale. Et on injecte le produit et ça nous permet de voir les artères coronaires et de les explorer. Soit on trouve une sténose, soit on trouve rien, on trouve juste des plaques d'athérome et ça peut nous orienter aussi sur la conduite thérapeutique. En cas de sténose, est-ce que c'est une sténose qui a besoin d'un stent? Est-ce que j'ai une artère, deux artères, trois artères, est-ce un traucoma? Est-ce chirurgie? Est-ce juste stenting? Donc c'est un examen qui est très primordial avec une décision thérapeutique qui doit en découler. Voilà, quand est-ce on fait recours à la coronarographie d'emblée? Quand on a un patient qui vient se présenter avec un langor stade 4, une douleur thoracique intense, très importante, angineuse. Dans ce cas-là, on ne va pas s'amuser à allez-y, on fera l'IRM, parce que le soir, le patient va faire un infarctus, il pourra mourir. Du coup, dans ce cas-là, il faut faire d'emblée une coronarographie. Si on fait un test d'effort qui revient positif, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, l'épreuve d'effort qui a fini avec une TV, alors ce patient d'emblée, il faut l'amener à la salle de cathé. Si on a un test d'ischémie, un test d'imagerie fonctionnelle qui m'a prouvé de l'ischémie, aussi ces malades, d'emblée, il faut les adresser à la coronarographie, il ne faut pas s'amuser. Parce que là, j'ai cherché une ischémie, je l'ai trouvée. Alors, je ne peux pas laisser mon patient se balader ou dire, voilà, je vais donner un traitement médical. Parce qu'il a fait de l'ischémie maintenant, il peut s'en sortir comme il peut ne pas s'en sortir. Ça veut dire qu'il fait de l'ischémie, ça veut dire qu'il va développer un événement. Il se peut qu'il va faire un ST- ou un ST+, dans le jour même ou le jour qui suit. Du coup, on n'a pas le droit de lâcher le patient. Et si c'est fait, c'est contre avis médical. Donc parfois, on a des patients qui sont coronariens traités, connus, et qui reviennent pour une symptomatologie similaire. Il vous dit, voilà, moi je ne vais pas bien, j'ai la douleur, et lui, il te dit, c'est la même douleur que celle que j'avais. À savoir que ce patient, la douleur qu'il avait, c'est pour un ST+. Du coup, il ne faut pas ignorer ce que rapporte le malade. Ce patient aussi, on ne joue pas avec d'emblée salle de cathé coronarographie. Parfois, la coro d'emblée, si on a un patient qui a une valvulopathie, qui me dit j'ai la douleur thoracique, ce malade sera opéré. Ou bien on a des signes de troubles de la synthétique écho, il faut faire la coro parce qu'on en aura besoin comme bilan préopératoire et pour aussi décision thérapeutique. Est-ce qu'on change juste la valve ou bien on touche aussi au coronaire?
Parfois, on a des patients, comme je vous ai dit, l'échographie cardiaque, dans un premier temps, s'impose. Parce qu'au premier contact avec le patient, le CG normal, on fait l'écho. Quand on trouve des troubles de la cinétique ou une dysfonction VG, avec un patient qui me fait de la douleur, c'est sûr qu'il est coronarien, c'est sûr qu'il fait de l'ischémie. Donc ce patient avec une dysfonction VG, ça veut dire une fraction d'éjection inférieure à 55%, enfin on va dire à 50%, si on a une dysfonction VG, on ne va pas tarder avec le malade. Il faut qu'il fasse donc une coronarographie pour sauver ce myocarde après revascularisation. Voilà, donc on arrive au traitement. Comment on stabilise le malade? Donc les malades, le patient, il faut l'allonger. Il faut allonger sa survie, il faut réduire sa douleur, il faut améliorer sa qualité de vie, il faut ralentir la progression de la maladie et bien sûr parfois même régresser sa maladie. Donc ça veut dire, si je prends mon patient, si je corrige ses facteurs de risque cardiovasculaire, ça veut dire un patient qui fume, il faut qu'il arrête. Un patient qui a de la dyslipidémie, il faut qu'il soit traité. l'HDL, le diabète doivent être équilibrés. Il faut courir, il ne faut pas perdre du poids. Si on fait tout ça, ça va aider le patient et ça peut reculer dans l'évolution de sa maladie coronaire sans faire recours à la chirurgie, ni au stenting, ni rien. Il faut changer le style de vie des malades. C'est-à-dire qu'il faut un exercice physique régulier au quotidien.